suis tombé sur une histoire, celle d'un Américain du 19e siècle, qui a fait fortune avec du shipping, des compagnies maritimes et le transport ferroviaire. Il a bâti une fortune d'environ 200 millions de dollars, ce qui représente aujourd'hui 200 milliards, équivalent de 2 fois la fortune de Warren Buffett. Et donc à sa mort, 50 ans plus tard, il n'y avait plus rien. Les héritiers avaient tout fumé en l'espace de seulement 50 ans. Et donc l'histoire elle est intéressante parce qu'elle montre bien comment marche l'argent et les différents outils et classes d'actifs qui sont utilisés par les investisseurs et les entrepreneurs. Donc aujourd'hui on sait que pour accumuler de la fortune, c'est pas dans le trading, c'est pas en immobilier que ça se fait dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui avait lieu au 19e siècle, c'est ce qui a lieu aujourd'hui au 20e, au 21e. On fait fortune dans l'entrepreneuriat. Donc les gens qui cherchent à faire fortune dans le trading, dans l'immobilier en mode passif, c'est extrêmement rare, mis à part les périodes de pré-bulle, grosso modo, ou ce qui se passe sur le Bitcoin, qui est les cryptocurrencies en ce moment. Grosso modo, on ne fait pas fortune avec la finance. C'est pas ça le job des placements financiers, c'est pas de faire fortune. Donc je fais juste une aparté, les gens qui font fortune actuellement dans l'immobilier avec les placements, location saisonnière, rénovation, découpe, division, on est très très loin de l'immobilier passif, on est vraiment dans le domaine de l'immobilier entrepreneurial. Il y a des travaux, ou alors il y a ceux qui découpent aussi, il y a une stratégie que j'aime bien en ce moment, le mec achète un terrain, il divise en deux, il construit 2 maisons dessus et revend chaque maison séparément. C'est toujours pareil, acheter en gros et revendre à la découpe. Et bon, tout ça, donc il faut faire construire, etc. Donc tout ça, il y a un vrai travail entrepreneurial. Donc évidemment, c'est de l'immobilier, mais c'est de l'immobilier entrepreneurial avec des obligations, de la créativité, création de produits, revente, etc. Donc c'est moi, mais comme placement, il faut repasser parce que les gens, ils passent, ils travaillent, c'est quasiment une activité à mi-temps ou à plein temps. Donc je parle vraiment des placements passifs. Donc quelle est la conclusion de l'histoire de cet Américain qui a accumulé une des plus grandes fortunes mondiales et 50 ans plus tard, elle avait disparu. Et comment il s'est pris comment ils se sont pris pour tout détruire? C'est très simple. Cet Américain, il a pas du tout investi. C'est-à-dire qu'il a tout maintenu dans ses compagnies, donc sous forme d'actions, pour toucher des dividendes. Alors si on sait que la création d'entreprise c'est un super outil pour créer de la valeur justement, pour s'enrichir, vu que c'est casse-gueule et vu justement que c'est créateur de valeur, c'est très volatile, on sait qu'à long terme c'est extrêmement mauvais ou peu efficace pour maintenir de la valeur qui traverse les générations. C'est vraiment pas adéquat parce qu'il y a trop de risques, il y a trop de probabilité de tout perdre. On sait aujourd'hui que par exemple, je crois que sur 100 sociétés qui existaient dans les années 50 dans l'indice boursier américain, il en reste, je ne sais plus si c'est 8 ou 12, c'est-à-dire 90% ont disparu en l'espace de 70 ans, disparu, racheté, fusionné, fait faillite, etc. Donc 90% ont disparu en 70 ans, donc là ils ont tout perdu en 50 ans, mais c'est un peu normal, ça respecte les ratios de survie des entreprises à long terme. Les sociétés qui couvrent des besoins qui perdurent au travers les décennies, c'est extrêmement rare. Donc c'est suicidaire si vous accumulez une fortune, par exemple dans les crypto-monnaies en ce moment, si vous avez accumulé de la valeur qui n'existait pas il y a encore 6 mois, 1 an, la probabilité que les crypto-monnaies conservent de la valeur à horizon 20, 30, 40 ans est extrêmement faible. Donc en tant qu'opérateur dans l'économie mondiale, la règle c'est la suivante, et c'était déjà la règle au 19e siècle, et ça le sera probablement demain au 21e ou 22e siècle. Si vous avez la chance de tomber dans un mouvement de création de valeur via l'entreprise, et les crypto-monnaies, c'est un peu bizarre, mais on est assez éloigné du placement pour l'instant, on est un peu dans une envolée, dans une bulle de création de valeur d'un produit nouveau dont on ne connaît même pas encore bien les applications. Si vous avez la chance de tomber là-dedans, il y a un virage à savoir prendre. C'est ça la leçon de l'histoire de l'étude des grandes fortunes. Et ce virage, ça consiste à prendre votre argent, à extraire la valeur qui a été créée dans ce domaine-là et de la réinjecter dans les classes d'actifs. Parce que autant les placements boursiers à long terme, sous forme de dividendes, sous forme de fonds, sous forme d'arbitrage, sous forme de ce que vous voulez,
où les assets, les actifs comme l'immobilier, des immeubles, des surfaces commerciales, des terrains, des fermes. Donc autant ça, c'est extrêmement compliqué de faire fortune avec. Par contre, ça conserve extrêmement bien la valeur à long terme. Et donc si on étudie d'autres familles américaines du 19e siècle qui ont fait fortune et qui ont, elles, su extraire de leur création de valeur entrepreneuriale de l'argent pour le réinjecter dans les actifs, ces familles sont toujours en vie 150 ans plus tard avec leur fortune familiale d'origine. Elles existent toujours. Donc il y a vraiment une leçon de l'histoire, ça consiste à savoir extraire de la valeur quand on en a, à chacun son petit niveau, pour le réinjecter dans des outils qui servent à conserver la valeur. Encore une fois, immobilier, des fermes, des terrains, ou alors des fonds dédiés à la gestion. Ça peut être des fonds diversifiés, ça peut être des fonds d'arbitrage, ça peut être des fonds spéculatifs, mais vraiment des outils dédiés à la conservation d'un patrimoine à long terme. En fait, gérer son patrimoine ou le créer, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, et les outils doivent vraiment être complètement différents et utilisés en fonction de leur objectif. Je ne compte plus les centaines d'emails de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils allaient faire fortune via le trading. J'ai toujours répondu que c'était aberrant. Si on veut faire fortune aujourd'hui, on monte sa boîte. C'est quand on a déjà de l'argent qu'on est riche que le trading a de l'intérêt, et non pas quand on a zéro. On me répond toujours, oui, il y a des mecs qui ont réussi. Bah ouais, mais il y en a combien? Il y en a des mecs qui ont vraiment fait fortune dans le trading, il y en a moins de 1%. Et encore, faut savoir ce que c'est que la fortune. Aujourd'hui, être riche aux États-Unis, c'est toutes les personnes qui ont plus de 2,4 millions de dollars. Excusez-moi, mais des gens qui ont gagné en partant de zéro 2,4 millions de dollars de plus-value, j'en connais pas les masses, et c'est de ma propre expérience, et ça fait longtemps que je suis ça. Il n'y en a pas 1%, ça c'est sûr. Il y en a peut-être 0,2, 0,3% à tout casser de gens qui parviennent à faire, encore une fois, 2,4 millions de dollars net d'impôts. Donc quand on a aussi peu de probabilité pour faire fortune, c'est un peu suicidaire d'utiliser une activité, voilà, c'est pas du loto mais presque, c'est du jeu de hasard quasiment. Donc c'est un peu suicidaire, donc autant se donner les meilleurs moyens. Je vous rappelle que les entrepreneurs, ils ont une chance sur 2, alors ils ont 5 ans de sauter, donc là ça fait 50% de taux de réussite. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner tous 2,4 millions de dollars, mais enfin au moins on a déjà une chance d'être en vie, de ne pas avoir perdu, et des gens qui gagnent des millions de dollars via la création d'entreprise sur une période de 5 à 15 ans, franchement il y en a quand même un certain nombre, mais c'est très 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 largement supérieur aux probabilités du trading. Dans l'immobilier, encore une fois, il faut vraiment séparer l'entrepreneuriat immobilier de l'investissement passif. Aujourd'hui, l'investissement passif, on le sait, ça rapporte plus rien. Les affaires en cash flow positif aujourd'hui, compte tenu des prix immobiliers, sont extrêmement rares. Donc tous les gros investisseurs que je connais en ce moment qui faisaient ça, sont plutôt à la vente qu'à l'achat, en train de solder leur position. Donc l'immobilier, voilà, c'est une classe d'actifs qui a énormément monté et qui offre très très peu d'opportunités, encore une fois. Et donc on dit tout le temps qu'on s'enrichit dans l'immobilier, que ça a généré beaucoup de millionnaires. Oui, ça a généré beaucoup de millionnaires parce que dans l'histoire, il faut savoir une chose, aux États-Unis, sur un siècle, il n'y a eu que 2 moments dans l'histoire, 2 décennies dans lesquelles l'immobilier a créé de la valeur. Je parle quand on enlève l'inflation, parce que la hausse faciale de la valeur de l'immobilier qui réplique l'inflation, ça c'est répliquer du vent, donc ça compte pas. Mais je parle vraiment de l'immobilier déflaté. Il y a eu 2 périodes dans l'histoire et on est dans l'une de ces 2 périodes actuellement. Donc les gens arrivent en bout de piste de l'une des 2 seules expériences exceptionnelles, occurrences exceptionnelles, et ils disent voilà, on peut faire fortune avec l'immobilier. Bah ouais, après coup, ouais, mais si on prend 10 ou 15 occurrences de décennies d'immobilier dans le passé, on s'aperçoit qu'il n'y avait absolument pas de création de millionnaires comme ça en mode passif. J'achète, je vais à la banque, j'emprunte. Et puis 20 ans plus tard, je m'enrichis. À chaque fois que je crée de l'equity, je réemprunte de l'argent pour réinvestir en mode passif en mettant des locataires. Ça aujourd'hui, ça marche uniquement parce que la valorisation de l'immobilier net d'inflation a été plus rapide que l'inflation, donc il y a eu la vraie création de valeur. C'est-à-dire que la valeur de l'immobilier a augmenté en net, encore une fois, en valeur réelle. Et donc du coup les gens ont pu réemprunter et surfer et multiplier avec l'effet de levier, et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Ça n'a pas lieu tous les 4 matins dans l'histoire, il faut en avoir conscience un petit peu. Ça a lieu que 2 fois, une fois après la Seconde Guerre mondiale, et puis il y en a pour le rattrapage en fait, et puis une fois aujourd'hui depuis l'an 2000 en fait. Donc voilà. Donc
En synthèse, si vous êtes pauvre, utilisez l'entrepreneuriat tout simplement, c'est là où vous avez vraiment une énorme probabilité de devenir millionnaire par rapport aux autres outils existants dans le monde pour s'enrichir. Et si vous êtes déjà riche, surtout ne laissez pas votre argent sous forme d'action dans votre société qui a une probabilité de sauter à long terme extrêmement élevée pour le coup. Prenez-le, extrayez-le et réinvestissez-le dans des outils patrimoniaux dédiés à la cause qui vous permettront de conserver votre valeur et de rester riche, et vos familles et votre famille et vos générations futures pourront profiter de votre expertise en création de valeur. Si l'enrichissement ça vous intéresse, je vous rappelle que j'ai une vidéo dont le lien est quasiment sous toutes mes vidéos YouTube avec une vidéo qui réfléchit sur la manière de dépenser son temps pour mesurer la création de valeur qu'on fait par heure travaillée. Donc ça c'est vraiment important en termes d'enrichissement. C'est-à-dire que tous les modèles qui reposent sur l'extension du nombre d'heures hebdomadaires pour s'enrichir sont voués à l'échec à cause de la santé tout simplement. Le corps humain finit par lâcher. J'en connais un paquet qui sont tombés. J'ai un bon recul maintenant de trajectoire de vie et d'expérience. Il y en a un paquet qui ont pas voulu augmenter leur productivité horaire et qui ont misé plutôt sur l'augmentation du volume de travail pour avoir plus d'argent. Ça se termine régulièrement très mal, surtout après 40 ans où le corps humain encaisse moins la charge. Voilà, je vous invite à regarder cette vidéo pour réfléchir sur la manière dont vous dépensez le temps. Sinon, dernier aparté, l'enrichissement, il n'y a pas que l'enrichissement financier. Vous savez que j'ai fait une formation sur l'enrichissement il y a 1 an et demi, dans lequel il y a eu quasiment 8000 clients, et avec les questions et tous les témoignages que j'ai récupérés, j'ai fait 3 updates d'1h30 au total. Précisons, la formation est à 12 €, 15 €, je sais plus, donc elle est vraiment accessible. Donc dans ces updates, j'ai fait quand même la liste des différents enrichissements disponibles, parce que encore une fois, il n'y a pas que l'argent pour se sentir riche. Même si l'argent, je suis pas comme les Français, je suis pas, il y a un respect de l'argent, c'est un outil principal de survie sur Terre, donc c'est vraiment important l'argent. Mais il n'y a pas que ça, et surtout il y a les comportements qui repoussent l'argent, qui repoussent l'enrichissement que j'ai listé, parce que j'en ai vu des gens qui avaient envie d'être riches, mais qui je veux être riche, et qui envoyaient un signal complètement contradictoire. Ça, j'en ai vu beaucoup, donc j'ai fait une vidéo pour lister tous ces comportements qui bloquaient l'enrichissement, tous ces comportements de blocage psychologique. Donc si l'enrichissement vous intéresse, vous avez plus d'argent, c'est pas que ce qu'on peut avoir ou les différentes formes d'enrichissement, c'est également notre comportement à nous et toutes les émotions cachées qui nous drive à notre insu et qui vont bloquer vos projets sur lesquels, et tout ça il faut réfléchir, il faut regarder dans le détail pour essayer mieux de mieux se comprendre tout simplement. Voilà, donc tout ça c'est accessible par le lien sur la vidéo, sur la valeur ajoutée créée par chaque heure travaillée, qu'il faut absolument et impérativement savoir maîtriser. C'est le début du process de l'enrichissement. Je vous dis à bientôt.